La salle de bain, c'est la plus petite pièce de la maison et pourtant, c'est celle qui demande le plus de préparation pour réussir son projet de rénovation. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on travaille sur la conception de notre salle de bain, alors aujourd'hui, je vous embarque dans la partie projet de nos travaux de rénovation. Cette salle de bain, en fait, on a décidé de la garder. Ah, c'est une blague, on va pas garder cette salle de bain. En fait, c'était pas une blague. On a vraiment pas mal hésité à conserver la salle de bain d'origine parce qu'on savait qu'à plus ou moins long terme, on allait devoir emménager dans l'appartement et donc il valait mieux avoir une salle de bain moche mais fonctionnelle que pas de salle de bain du tout. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'on n'allait pas avoir le choix, qu'on allait être obligé de démolir la salle de bain parce que tout était encastré dans les murs et qu'on avait besoin d'avoir une visibilité sur toute la partie technique pour savoir comment on allait concevoir le projet, ce qui m'amène à mon premier point. On a ici le plan de la salle de bain et la première chose, ça va être de regarder les contraintes spatiales. La salle de bain, c'est la pièce qui est ici. C'est une petite pièce comparativement au reste de l'appartement, puisque cette pièce-là fait 3,75 mètres carrés environ, donc un peu moins de 4 mètres carrés. Cette longueur ici fait 2,40 mètres et cette longueur ici fait 1,60 m. Vous voyez que c'est pas un grand espace. Et cet espace, on ne peut pas vraiment y toucher, on ne peut pas le modifier parce que ce mur et ce mur, donc qui sont les murs qui encadrent la salle de bain, c'est des murs qui donnent vers l'extérieur de l'appartement. Donc ici, ici et ici, ça donne en dehors de chez nous. Le seul endroit où finalement on aurait pu modifier l'espace de la salle de bain, c'est ce mur qui est ici. Sauf que ce mur-là, c'est un mur porteur. Et donc le mur porteur, on ne peut pas l'enlever non plus, donc on est obligé finalement de composer avec cet espace de moins de 4 mètres carrés. Un mur porteur, même s'il est à l'intérieur de l'appartement, il appartient aux parties communes parce qu'il fait partie de la structure de l'immeuble. Pour pouvoir l'ouvrir, il faut faire une demande à l'Assemblée générale. Et ça, vous savez que c'est un petit peu compliqué pour nous. Et il faut que la décision soit acceptée par les copropriétaires. Il faut aussi avoir la validation de l'architecte de l'immeuble et faire intervenir une société spécialisée, un bureau d'études, pour mettre en place une solution de remplacement, puisque le fait d'enlever ce mur qui soutient la structure doit être soutenue par autre chose que ce mur. Et c'est seulement après avoir fait toutes ces démarches qu'on peut faire intervenir une société qui va réaliser les travaux. Autant vous dire que nous, on n'avait pas envie d'attendre 2 ans avant d'avoir une salle de bain. De toute façon, dans notre cas, finalement, ça n'aurait pas apporté grand-chose de retirer ce mur parce qu'on aurait eu une salle de bain qui aurait eu une forme un petit peu bizarre, puisque ici, c'est les WC. Donc même avec plus d'espace, on aurait eu quand même certaines contraintes d'aménagement. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a pris le parti d'agrandir les WC pour pouvoir caser plus d'équipements dans les WC. Donc la cloison d'origine des WC, elle était là, et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a déplacée à peu près ici. Donc on a la nouvelle porte des WC qui s'ouvre comme ça. Ici, c'est l'ancienne porte qu'on a condamnée. Ce qui nous fait qu'on a un espace WC un petit peu plus grand dans lequel on va pouvoir mettre les équipements qu'on veut désencombrer de la salle de bain. En plus de cette contrainte d'espace, on va avoir des contraintes techniques, principalement liées au réseau d'eau et d'électricité. Et c'est particulièrement important si vous conservez les installations existantes. Dans ce cas, il faut tenir compte des arrivées et des évacuations d'eau et des prises électriques. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'on fait une rénovation totale, donc on refait toute l'électricité et toute la plomberie, toute la distribution d'eau et d'évacuation. En termes techniques, du coup, la seule chose qui va nous intéresser, nous, ça va être l'évacuation générale de la pièce, qui est le raccordement à la colonne d'évacuation de l'immeuble, qui se situe à peu près ici. Donc tous nos tuyaux d'évacuation de la salle de bain vont devoir se rejoindre à cet endroit-là. À partir de ces contraintes, on va pouvoir réfléchir à l'agencement de la pièce et à quel endroit on va positionner nos équipements. Nous, on a décidé de positionner notre ballon d'eau chaude dans les toilettes à cet endroit-là. On fera un petit placard ici pour masquer toute cette partie technique.
Et également notre machine à laver et éventuellement un sèche-linge. On ne sait pas encore si on va mettre un sèche-linge, mais dans l'éventualité, on mettrait aussi ces deux équipements dans les WC. Donc à cet endroit-là. Ce qui nous permet d'avoir tous ces équipements en moins à positionner dans cet espace réduit. Du coup, dans la salle de bain, tout ce qui va nous rester à mettre, ça va être une douche et un meuble lavabo. Nous, dans l'idéal, on voudrait un lavabo avec 2 vasques et un troisième équipement qui sera le sèche-serviette, donc le radiateur. On a joué un petit peu avec ces éléments-là pour essayer de voir quelle était la meilleure optimisation de l'espace, en sachant qu'il faut bien sûr laisser dégager cet espace de la porte pour pouvoir ouvrir la porte. Et on a aussi une fenêtre ici à cet endroit qui s'ouvre comme ça. Donc ce qui nous a semblé le plus optimal, c'est de venir mettre une douche ici. Donc je sais que ça peut sembler bizarre d'avoir la fenêtre à l'intérieur de la douche. Mais comme on a peu d'espace et qu'on veut quand même se faire plaisir et avoir une grande douche, on a trouvé que c'était la meilleure option. Ici, notre douche, elle va faire à peu près 80 cm. Donc c'est quand même un espace assez agréable pour une douche, en sachant que la douche qu'on a dans notre appartement actuel, elle fait 70 et 70 c'est légèrement serré, donc 80 on va être bien. Et de toute façon, on n'a pas vraiment l'espace de faire une douche plus grande parce que ça mangerait trop sur l'espace de la salle de bain. Et ça nous permet d'avoir un espace ici pour un meuble vasque, en sachant qu'un meuble vasque en général c'est une 50aine de centimètres dans ce sens-là. Donc ça nous laisse un petit espace ici pour circuler. Et du coup, il nous reste plus qu'un seul endroit ici pour mettre notre petit sèche-serviette. Alors le sèche-serviette, il est près de la douche, certes, mais la plupart des sèche-serviettes ou des radiateurs de salle de bain, c'est des équipements qui sont catégorie 2. Et donc catégorie 2, ça veut dire qu'on peut le mettre à moins de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Donc ici, on est conforme en termes d'électricité. On va également avoir un plafonnier ici et 2 appliques murales de chaque côté du meuble de salle de bain. Pour la douche, dans l'idéal, on aurait voulu une douche à l'italienne ou au moins une douche où on puisse poser le receveur par terre. Malheureusement, on a la contrainte de notre évacuation ici et cette évacuation, elle n'est pas dans le sol, elle est dans le mur et donc elle est assez élevée au niveau du sol, donc on va être obligé de surélever la douche. Parce qu'il va falloir qu'on case le siphon sous la douche et l'évacuation et qu'on doit tenir compte de la pente pour que l'eau puisse s'écouler. On a décidé de prendre un receveur à carreler, on trouve ça plus joli et puis ça sera plus harmonieux avec le reste du sol de la pièce. Et l'avantage du receveur à carreler, c'est qu'on va pouvoir le redécouper et l'adapter aux dimensions de la pièce. Nous, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une douche qui fasse seulement au maximum 80 cm de large. Et par contre, ici, on a plus d'espace parce qu'on voudrait que notre douche aille de mur à mur. Et on a 1,60 m. Donc cette taille de receveur, ça n'existe pas vraiment dans le commerce. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un receveur qui fait 140 par 90 et on va pouvoir venir le redécouper ici pour l'adapter à l'espace. On aura la colonne de douche ici. On dirait une lumière, mais c'est une colonne de douche. Et du coup, il va nous rester environ 20 cm dans cet espace-là, où il n'y aura pas le receveur de douche. Et dans cet espace-là, nous, on a décidé de faire un petit banc. Un endroit pour pouvoir s'asseoir et éventuellement déposer des produits. On hésite encore à savoir si on va faire un banc plein ou un banc suspendu. En vérité, la décision, elle va surtout dépendre de la paroi de douche qui sera ici. Personnellement, j'aime pas trop les portes coulissantes, donc je préfère avoir une porte battante avec une paroi fixe. Mais au vu des dimensions de notre paroi, il y a de fortes chances qu'on soit obligé de prendre une paroi sur mesure. On a fait faire des devis chez Leroy Merlin et chez La Paire. Je vous avoue qu'avec La Paire, vu comment ça se passe pour nos fenêtres, je suis pas sûre de vouloir repasser avec eux. Le problème dans les deux cas, c'est que pour tous les petits accessoires, les poignées, les charnières, etc., ils ne proposent que du noir ou du chromé. Et même en achetant une paroi sur mesure, en fait le sur mesure c'est uniquement pour la taille des verres, mais ça nous permet pas
pas de sélectionner plus d'options pour les accessoires et donc d'avoir du doré ou du laiton comme on aimerait nous. Du coup, on a fouillé un petit peu sur internet et on a trouvé un site vraiment pas mal qui s'appelle Découvert. Et sur ce site, tout est personnalisable, donc on peut choisir évidemment la taille des verres, mais aussi le type de verre et évidemment tout ce qui va être accessoires, donc poignées, charnières, etc. Et il propose vraiment un plus grand choix. Ce qui est génial, c'est qu'on peut faire toute cette simulation en ligne, donc ça nous a permis de nous rendre compte en termes de prix, que finalement la paire ou le roi Merlin c'était pas si intéressant. Une paroi comme ça coûte quand même assez cher. Les devis qu'on a fait faire chez le roi Merlin ou chez la paire, pour une paroi donc qui mesure environ 1,30 m de large par 1,90 m ou 2 m de haut, on est aux alentours de 1200 €. Sur ce site-là, sur Découvert, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu en dessous de ces prix-là, en choisissant en plus nos options de poignées et d'accessoires, charnières, etc. en doré ou en laiton. Et surtout, ça nous permet de rajouter des options telles que verre anti-calcaire et on est toujours en dessous des prix proposés par le roi Merlin ou la paire. Comme quoi, je vous le dis toujours, mais je pense vraiment qu'il faut passer du temps à comparer toutes les options et que les grands magasins, les grandes enseignes, on a toujours l'impression que ça va être moins cher parce qu'ils en vendent beaucoup, mais finalement, c'est souvent pas eux les plus compétitifs. La meilleure option pour nous, ça va être de faire des petits murets de chaque côté de la douche, donc ici et ici, qu'on va pouvoir venir adapter en fonction de la dimension exacte de la paroi de douche. Et à cet endroit, on a une colonne en béton, ça c'est une colonne en béton, ici il y a environ 10 cm. Et dans ce petit espace ici, on va faire une niche avec des petites étagères, à nouveau pour poser des produits. Bon, c'est une niche minuscule parce qu'elle va faire environ 10 cm, mais elle est haute puisqu'elle va jusqu'en haut, en fait jusqu'au plafond, et du coup ça nous permet d'avoir plein de petites étagères à cet endroit-là, au-dessus du banc. L'avantage supplémentaire de ces petits murets, c'est que ça va nous permettre de positionner réellement notre applique murale ici, puisque encore une fois par rapport au volume de la salle de bain, on n'était pas sûr de pouvoir mettre notre lumière ici. Même si on a une distance suffisante par rapport au pommeau de douche, il peut toujours y avoir des projections d'eau. Donc ce muret-là, et celui-ci aussi du coup, ils vont monter jusqu'au plafond. Et du coup ça fait une paroi qui est en fait une cloison et qui nous permet de positionner notre applique ici, puisqu'elle sera protégée des projections d'eau par ce petit muret. Pour notre circuit de plomberie, il va falloir donc qu'on réfléchisse aux évacuations. Globalement, l'évacuation de la douche, on aura un siphon qui sera plus ou moins à cet endroit-là. Et donc, on aura notre évacuation qui va courir comme ça jusqu'à l'évacuation générale de la pièce. Ici, on va avoir de même l'évacuation des deux vasques qui vont revenir toutes les deux le long du mur, passer sous le banc et venir rejoindre notre évacuation générale ici. Ensuite, on va avoir nos circuits d'arrivée d'eau, donc eau chaude et eau froide, qui vont arriver tous les deux des toilettes, donc à peu près à cet endroit-là. Ils vont venir alimenter la colonne de douche ici, et l'idée ce serait ensuite de les faire passer sous le receveur de douche. On aimerait éventuellement mettre un petit robinet ici pour pouvoir avoir un petit jet d'eau quand on utilise le banc et qu'on est peut-être un peu trop loin de la colonne ici. On ne sait pas encore, on réfléchit encore à cette possibilité. Et ensuite, il faudra venir également avec notre circuit d'arrivée d'eau desservir les robinets pour les deux vasques. Donc ça vaut pour l'eau froide et évidemment exactement la même chose pour l'eau chaude. En termes d'électricité, on va se poser les mêmes questions, à savoir que pour les équipements spécialisés, il faut un circuit dédié. Donc en l'occurrence là pour notre sèche-serviette, et pareil si on avait dû mettre la machine à laver, le sèche-linge et le ballon d'eau chaude dans la salle de bain. Enfin, de toute façon, même en étant dans les WC, il faut un circuit dédié pour la machine à laver, un circuit dédié pour le sèche-linge et un circuit dédié pour le ballon d'eau chaude. Ce qui veut dire que pour notre petit radiateur ici, on va avoir un circuit qui repart directement au tableau électrique. Pour nos luminaires,
qui sont tous reliés. On va avoir également un circuit qui va à l'interrupteur et ensuite qui repart aussi au tableau électrique. Et il nous faut aussi des prises dans la salle de bain pour brancher tous les équipements, sèche-cheveux, brosse à dents électrique et rasoir, enfin toutes les choses dont on peut avoir besoin dans une salle de bain. Nous, on a décidé de les mettre le plus loin possible de la douche, puisque dans cet endroit-là, c'était un peu tendancieux, donc on est venu mettre nos prises ici. Donc on aura 3 prises de courant qui seront toutes les 3 sur un même circuit qui lui aussi va repartir vers le tableau électrique. Et on a évidemment notre prise RJ45 qui va nous servir pour notre système d'enceinte connectée. Au départ, ces prises, on les avait mises au-dessus du meuble. Finalement, on a trouvé que c'était plus pratique de les avoir sur le côté. Donc elles seront là, accessibles à portée de main. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, laissez-moi un petit pouce en l'air et pensez à vous abonner pour pouvoir suivre l'évolution du chantier et la réalisation de tous ces travaux. Pour la déco, on s'est beaucoup inspiré de Pinterest et on espère passer de ça à ça. On a d'ailleurs déjà commandé le carrelage blanc pour les murs et les tomates hexagonales bleues pour le sol et le mur de la fenêtre. Je vous avais montré ça dans des vidéos précédentes. Donc avec tout ça, on a déjà une bonne base pour commencer la réalisation du projet. Déjà, on attend de recevoir tous les matériaux et les outils pour pouvoir avancer. Et on a toujours un petit délai parce que c'est vrai que nos commandes, on les passe au fur et à mesure du chantier. On n'a pas tout commandé en début de chantier pour des raisons évidentes de stockage, mais aussi de budget. Donc on fait les choses au fur et à mesure. Mais surtout, la raison la plus importante pour laquelle on n'a pas encore commencé vraiment la construction de la salle de bain, c'est parce qu'on attend la venue du plombier de l'immeuble. J'ai reçu il y a quelques jours un appel de la société de plomberie qui travaille en partenariat avec la CoPro, donc la société de plomberie officielle de l'immeuble, et j'étais vraiment trop contente que finalement, au bout de 2 mois, il y ait enfin quelqu'un qui me contacte pour faire la recherche de fuite au niveau de la grosse fuite qu'on a dans la chambre. Et ben vous allez sans doute pas me croire, mais en fait, il ne me contactait pas du tout pour cette fuite-là. En fait, il m'appelait parce que, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que notre voisin du dessous se plaignait d'avoir de l'humidité qui arrivait chez lui à cause de nos toilettes. Donc on s'était penché sur la question, on avait remplacé l'ancienne évacuation qui était, franchement je dois le dire, un petit peu abîmée, et on avait refait l'étanchéité du sol pour être tranquille et qu'il n'y ait pas de nouvelle infiltration d'humidité. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a fait ça et je suis assez sûre de nous parce que on a testé plein de fois, on a regardé, on n'a pas de traces d'eau chez nous, j'ai mis la main plein de fois à l'intérieur du tuyau et je sais que mes tuyaux rentrent vraiment, s'imbriquent vraiment à l'intérieur de la fonte. Donc l'eau elle peut pas ressortir à cet endroit. Mais malgré tout, notre voisin du dessous continue à se plaindre que l'humidité continue à s'infiltrer chez lui et que ça vient de ce qu'on fait chez nous et que les problèmes viennent de nos travaux. On va pas se mentir, moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaise foi là-dedans. La vérité c'est que c'est une raison, encore une fois, pour essayer de nous empêcher de faire les travaux comme on le souhaite, de faire notre réagencement comme on le souhaite. Et du coup, le fait de faire venir quelqu'un de la CoPro, enfin en tout cas quelqu'un qui travaille en relation avec le syndic et avec la CoPro, ça leur permet d'avoir un regard et un contrôle un petit peu sur ce qu'on fait chez nous. Heureusement, la dame au téléphone de la société de plomberie, elle y a vu son intérêt aussi et elle a bien compris que si elle faisait intervenir le plombier pour la fuite de ma chambre, ça lui permettait de faire 2 interventions en une, ce qui arrange tout le monde. Et donc elle m'a dit qu'elle contactait le syndic pour valider aussi la 2e intervention, qui est celle qui nous intéresse nous, qui est la véritable intervention qui devrait avoir lieu, qui est la fuite de nos chambres qui coule depuis 2 mois. On a pris rendez-vous pour la venue du plombier la semaine prochaine, et c'est vrai que du coup, pour le moment, on n'a pas trop envie d'avancer sur le circuit d'eau des toilettes, parce qu'on veut pas en fait leur donner des raisons de dire que le problème il vient de nous, alors qu'on sait très bien qu'il vient pas de nous, donc il vaut mieux qu'il n'y ait rien d'autre qui ait été fait et qu'on laisse les choses comme ça pour le moment jusqu'à leur venue. Et une fois qu'ils seront passés, on pourra intervenir sur notre distribution d'eau et notre évacuation d'eau dans les toilettes, ce qui nous permettra ensuite d'avoir créé le circuit qui va mener jusqu'à la salle de bain, puisque comme notre ballon d'eau chaude est installé dans les toilettes, pour avoir de l'eau chaude dans la salle de bain, il faut que ça vienne du ballon d'eau chaude au fond des toilettes. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on terminera la pose du parquet dans la chambre. Et ensuite, il faudra qu'on se dépêche et qu'on avance sur la salle de bain, parce qu'à force de traîner, elle sera jamais prête avant notre emménagement. Vous savez tout, je vous fais des bisous, à bientôt!